Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un multimillionnaire dont le destin bascule en quelques secondes. Et à cause de quoi, me direz-vous? Eh bien à cause de seulement 4 mots de trop. Vous avez bien entendu, 4 petits mots qui ont suffi pour envoyer ce magnat de l'immobilier new-yorkais derrière les barreaux. Depuis de nombreuses années, Robert Durst est soupçonné d'avoir fait disparaître sa femme, Kathleen McCormack. On n'a jamais retrouvé son corps. En plus de ça, 2 autres proches de notre joyeux psychopathe sont morts de manière violente. Sa meilleure amie reçoit une balle dans la tête. Elle devait peu après témoigner sur la disparition de Kathleen. Quant à son voisin, Maurice Black, on le retrouvera en petits morceaux dans des sacs plastiques. À cause de tout ça, les tribunaux commencent à se dire « Tiens, Robert, ça doit être le genre d'ami qui ne vous veut pas que du bien. » Du coup, on le convoque au tribunal. Mais comme il est plein aux as, notre homme d'affaires échappe toujours à la moindre condamnation. Il a des avocats particulièrement bien payés qui lui conseillent même de se travestir pour passer sous les radars un moment. Ok, pourquoi pas? Bref, il a un système de défense préparé aux petits oignons, donc vous pensez bien que tout ce que pouvait dire Durst était particulièrement mesuré. D'autant qu'il s'est écoulé 33 ans entre la disparition de Kathleen et l'arrestation de son mari. Alors comment est-il possible de faire basculer son destin avec 4 mots de trop? Surtout quand on est particulièrement attentif à ce qu'on doit dire, et assez malin pour cacher la vérité durant des décennies. Je vous donne la réponse un peu plus loin dans la vidéo. Restez jusqu'au bout et je vous révélerai comment cet homme au destin sulfureux a vu sa vie prendre fin en un instant pour avoir été un peu trop bavard. Tout le monde vous écoute. Ou pas. Ça vous est déjà arrivé de vous dire « Mais bon sang, et pourquoi cette personne ne me répond pas? Je suis plutôt sympa et ouvert. Je lui ai déjà confié beaucoup de choses sur ma vie. Ça ne devait visiblement pas l'intéresser. Ah, j'ai encore trop ouvert ma bouche, j'ai dû la saouler en parlant de ma life. » Du coup, de l'autre côté, c'est silence radio maintenant. D'ailleurs, vous le ressentez tout de suite. Lorsque vous prenez la parole dans un groupe, les autres ne sont pas forcément suspendus à vos lèvres. Vous trouvez même qu'ils décrochent assez rapidement. Ça m'est arrivé plus d'une fois et ça m'arrivera certainement encore si je n'y prends pas garde. Je connais cette sensation désagréable quand les autres décrochent au beau milieu de votre discours. Soit ils vont déporter leur attention sur quelqu'un d'autre, soit ils vous interrompent subitement pour changer de sujet. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous n'allez pas ruiner votre vie à être jeté tout droit en prison comme Robert Durst, mais à force de vouloir trop en dire, ou de ne pas choisir vos mots judicieusement, les autres ne vont plus vous écouter. Comme le disent les anglo-saxons, less is more. On pourrait traduire littéralement cette expression par « faire moins c'est faire mieux ». En ramenant ce principe à la communication, on pourrait supposer que moins vous en direz et plus votre parole aura d'impact. Ok, j'admets que ça n'est pas forcément cohérent dit comme ça. Donc voici quelques exemples de marques ou d'artistes qui illustrent à merveille ce concept. Apple par exemple. Vous avez un problème avec votre iPhone ou votre MacBook? Naturellement, vous décidez de filer à l'Apple Store. Ce magasin ne ressemble pas à n'importe quelle boutique. C'est l'illustration parfaite du minimalisme adapté à l'architecture. Mais ça va plus loin que ça. Je vous rappelle que vous venez pour un problème avec votre appareil. Eh bien, sachez que les vendeurs aux t-shirts bleus ont une liste de mots interdits. Essayez par exemple de leur faire prononcer les mots bug, virus, panne ou problème. Vous ne les entendrez jamais. Il est préférable pour le guide d'utiliser « ne répond plus » et de proposer une solution. Tout est condensé et simplifié jusque dans le langage des conseillers clients. Voici un autre exemple de communication minimalisme pour les stars mondiales de la musique. Les membres du groupe Daft Punk qui n'apparaissent que sous leur masque de robot. Vous n'entendrez jamais leur voix, si bien que lorsqu'ils reçoivent un Grammy Awards, c'est le chanteur Pharrell Williams qui prend la parole pour eux. Well, I suppose the robots would like to think. Bon ok, ici je vous donne des exemples extrêmes de minimalisme en communication. Dans le cas de Daft Punk, on pourrait même parler de mutisme. C'est une stratégie qui fait sens pour eux car leur canal principal d'expression est la musique, et l'entretien du mystère crée le désir d'en savoir plus. Mais dans la vie de tous les jours, ça n'aurait aucun sens de retenir nos mots au maximum, même pour cultiver le mystère et l'intérêt. Au mieux, on serait juste ridicule, au pire, on serait franchement bizarre. L'homme est avant tout un animal social. Nous avons besoin de communiquer et nous aimons savoir que les autres sont attentifs lorsque nous exprimons nos émotions ou échangeons des informations. Nous sommes ici face à un paradoxe. Les gens recherchent sans cesse à accumuler de l'information, mais sont peu disposés à vous accorder leur attention lorsque vous êtes prêt à leur en fournir. Alors pourquoi est-ce si difficile ? L'attention d'une personne est limitée. Dans votre quotidien, les notifications et les interruptions sont permanentes. Or, tout comme la volonté, notre capacité d'attention est une ressource qui s'épuise au fil de la journée. Lorsque nous nous réveillons après une bonne nuit de sommeil, notre réservoir est au max, mais nous devons la mobiliser du matin au soir. Nous prenons des décisions, nous affrontons des situations qui exigent notre concentration. À la fin d'une journée comme celle-ci, vous êtes rincé. Et c'est pour ça que l'industrie des canapés, des chips et de la télé domine le monde. Blague à part, selon une étude réalisée par Baumeister, les prisonniers qui comparaissent tôt le matin devant un tribunal bénéficient d'une libération conditionnelle environ 7 fois sur 10. Tandis que ceux qui comparaissent tard dans la journée ont été mis en liberté conditionnelle moins d'1 fois sur 10. Les juges ont pour mission de veiller à être constants et à prendre des décisions dont l'issue est la liberté ou la détention d'un homme. Maintenant, imaginez votre compagne, vos amis ou votre boss et demandez-vous quelle attention ils sont en mesure de vous consacrer au moment où vous les sollicitez. Nombreux seront donc les moments où il est nécessaire d'être plus convaincant, plus captivant, bref,
bien plus impactant que vous ne le pensez. Et c'est là que le minimalisme peut s'avérer très puissant. Dans son encyclopédie du savoir relatif et absolu, Bernard Werber résume la complexité d'un message à être entendu tel qu'on voudrait qu'il soit compris. Je cite : « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités pour qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. » Le problème soulevé par Werber pourrait être résumé de manière suivante. Nous savons qu'entre le message émis et le message reçu, il y a un taux de déperdition. Mais il est beaucoup plus important que vous ne le croyez. C'est exactement comme dans un moteur. Entre le carburant que vous mettez à l'entrée et l'énergie produite à la sortie, il se produit ce qu'on appelle des pertes. Les constructeurs automobiles connaissent bien ce problème. Ils payent des fortunes pour minimiser au maximum ce gâchis. Le but, c'est de proposer aux consommateurs la voiture qui leur coûtera le moins cher en carburant. Mais pensons-nous vraiment à faire de même en communication ? Pourquoi partons-nous du principe que les sentiments que nous voulons exprimer seront ressentis de la même manière par la personne qui se trouve en face de nous ? C'est une des causes principales de l'incompréhension entre les êtres humains. Si nous faisions plus d'efforts pour l'expression de nos idées, nous optimiserions plus de la moitié de la communication. Lorsqu'il y a communication entre deux personnes, il y a émission de la parole de la part du locuteur et réception de la part de l'interlocuteur. Vous ne pouvez totalement influencer ce que ce dernier veut entendre ou a envie de comprendre. Dans ce cas, vous pouvez être en face d'une personne de mauvaise foi ou plus simplement d'une personne qui projette ses croyances dans la conversation. Cependant, si vous clarifiez votre message, vous faites 70% du job. Et pour clarifier, rien de tel que de simplifier. Rappelez-vous lorsque vous étiez plus jeune de l'émission C'est pas sorcier. Grâce à Fred et Jamy, vous compreniez immédiatement ce que votre prof de physique-chimie tentait de vous expliquer durant d'interminables heures de cours. Sans succès. Mais l'émission, elle, était pensée pour simplifier les concepts et nous les rendre accessibles par la vulgarisation scientifique. Autre exemple, combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à un infatigable bavard qui vous assomme de détails inintéressants, qu'il empile encore et encore, toujours dans un monologue sans fin. Lui, il pense que tous ces éléments sont importants pour que vous le compreniez. Mais vous, vous êtes persuadé qu'il aurait pu aller droit au but en 3 phrases. Alors d'où vient cette tendance humaine à vouloir superposer des couches et des couches d'informations ? Si je vous dis que vous avez certainement saoulé quelqu'un de parole sans vous en rendre compte, votre réaction première sera « Ah non, je pense pas. Moi, je suis plutôt du genre attentif, justement. » Oui, bien sûr. En 1997, pour un sondage, on posait la question suivante à des Américains. Qui a des chances d'aller au paradis ? Les personnes qui obtinrent le plus de réponses favorables furent Bill Clinton avec 52%, Lady Diana avec 60%, Michael Jordan 65%, et la personne qui récolta le maximum de réponses favorables fut Mère Teresa avec 79%. Ah ouais ? Remarque, elle a été canonisée sainte par l'église, donc c'est normal qu'elle remporte la première place finalement. Eh bien, figure-toi qu'il y a encore au-dessus d'elle. À la question « Et vos chances à vous d'aller au ciel ?» il y eut 87% de réponses positives. Vous pensez qu'il y a un peu d'autodérision dans ces réponses ? En partie sans doute, mais on peut supposer que la plupart des réponses étaient évidemment sincères. Cette autosatisfaction sympathique est d'ailleurs bien connue en psychologie sociale. La plupart d'entre nous se sentent toujours un peu mieux que la moyenne. 90% des cadres et des professeurs d'université s'estiment plutôt supérieurs à la moyenne dans l'exercice de leurs fonctions. Plus de 96% des étudiants se placent au-dessus de ce qu'on présente comme la moyenne des qualités à posséder pour être quelqu'un de bien. La plupart des personnes s'estiment légèrement plus compétentes, plus intelligentes, plus agréables socialement que la moyenne des autres. Elles pensent savoir mieux conduire, avoir meilleur goût, etc. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la plupart des personnes estiment ne pas se surévaluer, mais elles jugent que la majorité des autres le font. Il n'y a même pas de mépris dans cette attitude. Pas besoin de rabaisser les autres, on ne les dévalorise pas, on se surévalue tout simplement. Ouais, ok, d'accord, mais tu t'égares là, garçon. Je te rappelle que t'es là pour nous dire pourquoi l'humain a tendance à complexifier son message plutôt que de le simplifier. Oui, bon, ça va. Bim dans ta gueule. En réalité, nous sommes pris dans un paradoxe. Celui où nous sommes capables de prononcer 100 mots à la minute alors que nous pouvons en penser jusqu'à 600. Ainsi, nous désirons tout dire, nous voulons être compris à tout prix, et notre erreur, c'est de donner le maximum d'informations. Nous sommes paniqués à l'idée de ne pas donner les précisions suffisantes pour que l'autre nous comprenne. Du coup, le risque naturel, c'est de le noyer dans des détails que l'on croit importants. De cette manière, nous imaginons qu'il ne perdra rien de ce que nous avons en tête. Bon, et bah, à chaque fois qu'il disait qu'il allait au foot, en fait, il était avec sa maîtresse. Mais au final, c'est l'inverse qui se passe. Plus nous bombardons de mots notre interlocuteur, et plus la charge mentale de ce dernier augmente. Il doit alors développer une énergie considérable pour assimiler les informations utiles et trier celles qui sont inutiles. Or rappelez-vous, si vous pouvez penser 600 mots à la minute, alors votre interlocuteur aussi.
Et tandis que votre débit de 100 mots par minute s'écoule dans ses oreilles, son cerveau lui fonctionne à bloc. Du coup, si la conclusion de votre histoire est banale, il y sera parvenu dans sa tête bien avant que vous ayez le temps de la prononcer. Et pour celui qui écoute, c'est extrêmement pénible. Alors pourquoi sommes-nous nombreux à faire cette erreur ? Le problème vient de notre cerveau qui fait l'amalgame entre comment il récolte l'information et comment il la restitue. Lorsque nous cherchons une information précise sur Google, nous empruntons un protocole qui pourrait être le suivant. 1. Nous tapons une série de mots-clés dans la barre de recherche. 2. Nous scannons visuellement les sources qui nous semblent les plus fiables. 3. Nous les ouvrons dans différents onglets. Et enfin 4. Nous analysons les informations pour ne garder que les plus pertinentes et les plus complètes. Et parfois, nous pouvons y passer des heures, alors que l'essentiel tient en quelques phrases. Mais le cerveau enregistre aussi le cheminement qui nous a conduit à retenir telle information et à en éliminer telle autre. Il ne nous suffit pas de nous dire que telle information est bonne, et puis point final. Nous avons également besoin de comprendre pourquoi celle-ci est la plus pertinente par rapport aux autres. Au final, le cerveau veut avoir l'ensemble des informations d'une problématique donnée pour être sûr de prendre la bonne décision. Et c'est normal, à une certaine époque, la survie dépendait de savoir quel fruit était comestible ou toxique, ou alors quel secteur comptait le moins de prédateurs et le plus de proies, quel environnement était le plus favorable à la survie et au développement de la communauté. L'homme cherchait à récolter le plus d'informations pertinentes pour ne garder que les plus optimales et s'en servir. Mais nous parlons d'une époque où l'information, et a fortiori l'information pertinente, était une ressource rare. Aujourd'hui, celle-ci n'a jamais été autant accessible, au point de devenir trop abondante. Jeff Bezos est l'un des hommes les plus influents de la planète. À propos des choix stratégiques qu'il devait réaliser pour sa célèbre entreprise Amazon, il disait ceci: la plupart des décisions devraient probablement être prises avec environ 70% des informations que vous souhaiteriez avoir. Si vous attendez 90%, dans la plupart des cas, vous serez très probablement ralenti. Dans notre cas à nous, c'est la communication qui sera ralentie. L'énergie va retomber et tout l'intérêt aussi. Donc voyez vos informations comme des tranches de pain qui se superposent sur un sandwich. Admettons que le sandwich représente le message que vous voulez transmettre. Rendez-le le plus digeste possible pour votre interlocuteur. Retirez le maximum de tranches de pain pour qu'il ressente davantage ce qui l'intéresse, c'est-à-dire le goût savoureux de la garniture. Comment on fait ? Allez, je vous donne la recette. Et cette fois, elle est simple. La plus simple des choses à faire pour commencer est de pratiquer l'écoute active. Cela signifie écouter l'autre et l'amener à parler pour dérouler le fil de ses pensées ou de ses émotions. L'humain a la tendance naturelle à être centré sur lui-même. Écouter les autres est une qualité rare. Observez les gens se parler entre eux lors d'une conversation et vous entendrez fréquemment des « moi-je » ou encore « moi aussi ». Celui qui prend le contre-pied de cette fâcheuse habitude deviendra la personne qui comprend vraiment les sentiments de chacun. Tout simplement parce qu'il prend le temps de les laisser s'exprimer. Naturellement, vous allez augmenter la connexion que les autres ressentiront à votre égard et par là même votre charisme. Voici quelques tips très simples pour y parvenir. Excluez vos propres idées préconçues et vos tentatives d'interprétation. Adoptez une attitude physique de disponibilité. Bras ouverts, jambes décroisées, maintenez un regard expressif. Laissez l'autre s'exprimer sans l'interrompre. Questionnez-le avec des questions ouvertes de préférence. Incitez-le à préciser le cours de sa pensée lorsqu'elle est imprécise ou trop générale. Donnez-lui de nombreux signes visuels et verbaux d'intérêt. Reformulez ses propos avec ses propres termes, pas avec les vôtres. Pratiquez les silences, témoignez de l'empathie et confirmez votre bonne compréhension. Et enfin, restez neutre et bienveillant. Toutefois, je voudrais vous faire une petite mise en garde. N'appliquez l'écoute active qu'envers les personnes que vous appréciez et qui sont bienveillantes envers vous. Exit les toxiques ou les parasites qui vont profiter de votre ouverture pour déverser leur poubelle mentale en vous. Ici, on cherche à se connecter aux gens bien, donc pas à plaire à tout le monde. Maintenant que c'est dit, on peut passer à la technique suivante. Faites des phrases simples. David Crystal est un expert de la linguistique. Dans son livre The Gift of the Gab, il décortique les techniques qui structurent l'éloquence. Ce qu'il remarque, c'est que lorsque quelqu'un n'a pas une idée précise de ce qu'il veut dire, il va rallonger ses phrases en y ajoutant le plus possible de mots pour préciser sa pensée. Ainsi, au lieu de délivrer un message réfléchi et synthétisé, celui qui parle va construire un raisonnement en même temps qu'il parle. Double mauvais effet qui se coule. Vous montrez que vos idées ne sont pas claires dans votre tête et donc qu'elles manquent de crédibilité. En plus de ça, vous demandez à votre interlocuteur d'observer passivement la construction de votre raisonnement, ce qui est tout le contraire de la conversation qui est un échange actif entre les individus. Pour remédier facilement à cela, faites des phrases simples. Un sujet, un verbe, et un complément par phrase. C'est comme si vous deviez dégommer une cible, sauf qu'au lieu d'avoir une sulfateuse avec des munitions à l'infini, vous n'avez plus qu'un revolver à 6 coups. Pesez le poids de vos mots et forcez-vous à élargir votre vocabulaire en choisissant les mots justes. Par la même occasion, on en profite pour virer les mots parasites tels que quoi, donc, alors, etc. Et méfiez-vous des détails et des descriptions. Ajoutez un élément que s'il sert le propos. Les détails d'une histoire n'intéressent personne. Pour savoir si votre élément est pertinent, posez-vous la question suivante. Cela est-il fondamental pour comprendre la suite ?
Il y en a un qui s'est mis à table et ça lui a coûté cher. Vous vous rappelez ? Au début de cette vidéo, je vous ai dit que je vous révélerais les 4 mots qui ont précipité le destin de Robert Durst. Ces mots sont « Je les ai tués ». C'est lors d'une longue interview télévisée qu'il a avoué son crime. Sauf que ce n'est pas face à la caméra du journaliste qu'il a prononcé ces mots fatidiques. C'est en se rendant aux toilettes lors d'une pause qu'il les a murmurés en oubliant que son micro était resté allumé. Or maybe this is the bathroom. Yeah, that's... You're right, this is the bathroom. There it is. You're caught. You're right, of course. But you can't imagine. What's in the house? Oh, I want this. Disaster. Right. Irish. Listen, I'm having difficulty with the question. What the hell did I do? Kill them all, of course. Je pense que l'excès de mensonges provoqué par les questions du journaliste devait quelque part être contrebalancé par cette auto-révélation pour soulager sa conscience, en aparté. Le problème est que cet homme a dû enchaîner les supercheries et des dissimulations compliquées pour échapper à la justice durant 30 ans. Or, la complexité implique pesanteur et lenteur. Elle génère du stress. En somme, tout ce qu'il faut éviter pour que les autres vous écoutent. Léonard de Vinci disait « La simplicité, c'est la sophistication suprême ». C'est une phrase qui dépasse le simple cadre de la communication. Elle exprime une profonde sagesse. On pourrait d'ailleurs l'étendre à bien d'autres domaines. Le design scandinave par exemple, connu pour ses lignes épurées. La santé par le jeûne, où il suffit de supprimer toute alimentation pendant un temps. Le génie intellectuel, dont on sait par l'étude des autistes qu'il est le fruit de raccourcis neuronaux et non la superposition de fonctions cérébrales. Il y a également de nombreux philosophes, de courants spirituels et plus récemment la science qui nous démontrent que le bonheur lui-même est intimement lié à la simplicité. Je trouve que la simplicité prend tout son sens en communication, car l'essence même de cette dernière c'est d'établir une véritable connexion avec quelqu'un. Revenez donc à une approche simple. En pratiquant ces 2 techniques dont je viens de vous parler, vous verrez comment les gens seront beaucoup plus ouverts à la discussion et prêts à se livrer à vous. Vous dépenserez moins d'énergie à penser à ce que vous devez dire et les gens vous fourniront naturellement les sujets de la conversation. Rappelez-vous que les autres adorent parler d'eux et que paradoxalement, plus ils parlent d'eux avec vous, et plus ils ont le sentiment que vous êtes connecté. Lorsqu'ils parleront de vous avec d'autres personnes, ils diront « j'adore parler avec lui » et un climat de confiance s'installe naturellement entre nous. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Si vous-même vous désirez savoir comment appliquer immédiatement les techniques dont je vous parle, je vous rappelle que vous pouvez accéder à la checklist détaillée qui vous donne les astuces pour que les autres vous écoutent attentivement. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous, en description de la vidéo. C'est totalement gratuit et vous n'aurez rien à télécharger puisqu'il s'agit d'une liste que vous pouvez consulter depuis n'importe quel appareil connecté. Bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu et un petit commentaire m'encourage à continuer et ça aide ces vidéos à toucher plus de personnes. Et bien sûr, si vous avez adoré cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui aime ce type de contenu. À bientôt.